Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africab Télévision, la chaîne du continent. Et merci d'être fidèles à notre rendez-vous du vendredi soir pour À votre avis. Et je suis très heureux, ainsi que toute l'équipe d'À votre avis, de vous retrouver après quelques semaines de repos. L'Afrique va mal, très mal. En matière de développement humain, elle est classée dernière parmi les continents de la planète Terre, mais paradoxalement, elle est première au plan de la détention des richesses naturelles. D'où la question d'À votre avis. Et si le vrai problème de l'Afrique était en réalité le peuple? Je m'explique. Dans notre sujet, deux camps se partagent l'espace des responsabilités. D'une part, les clans qui gouvernent nos pays, et d'autre part, le peuple. S'agissant des premiers, le constat est de notoriété publique. En effet, selon les conclusions des experts de l'évolution socio-politique des pays africains, conclusions corroborées par nos propres observations citoyennes, les maux dont souffrent nos élites dirigeantes sont une anémie intellectuelle, une addiction apparemment incurable à la prédation des ressources nationales, une forte carence du sentiment patriotique, une intoxication de la conscience historique qui a provoqué une atrophie de la volonté politique et une aliénation idéologique sévère, une phobie morbide de l'alternance au pouvoir, conséquence d'un trouble compulsif du discernement de l'intérêt général, sans oublier certaines formes de mythomanie paranoïaque maligne. Le diagnostic est alarmant, l'état du patient inquiétant et la rémission problématique, tant les métastases ont proliféré dans les organes vitaux des institutions. Mais tout cela est bien connu et ce depuis fort longtemps. Alors, qu'en est-il du peuple souverain, selon l'expression consacrée? George Orwell, que j'ai déjà cité sur ce plateau, affirme qu'un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres n'est pas victime, mais plutôt complice. Le peuple africain est-il donc complice de ces mauvais gouvernants? Jusqu'à quel point le serait-il éventuellement? Quelle est sa part de responsabilité dans le naufrage en cours de notre destin continental? Quel contrôle peut-il exercer effectivement sur l'incompétence de ses gouvernants, combinée à la prédation effrénée de ses ressources nationales? Nous allons tenter d'apporter quelques réponses à ces interrogations particulièrement importantes, avec la contribution de nos invités que j'ai le plaisir maintenant de vous présenter. Madame Bari Aminata Touré, vous êtes actrice de la société civile malienne. Et Monsieur Amenofis Isiaka Traoré, vous êtes coordinateur territorial de la Ligue panafricaine Umoja Mali. Madame, Monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous aurons au cours de notre entretien un duplex du Niger auquel je vous demanderai de réagir. Mais avant, voyons ce que pensent les Africains de notre sujet à travers le micro-trottoir d'À votre avis. Dans nos États africains, la population est majoritairement analphabète. Vous comprenez bien qu'un peuple qui n'est pas éduqué, un peuple qui a faim, ne peut pas participer à l'élaboration de ces politiques. Les projets et programmes de développement sont faits dans des langues que nos peuples ne maîtrisent pas, c'est en français. Donc le plus souvent, même les discours, les dirigeants se font en français, donc le peuple ne s'y retrouve pas. Donc voilà un peu, moi je pense que la plus grande part de responsabilité revient aux autorités qui ne comprennent pas ou en tout cas qui sont en déphasage avec le peuple, non seulement à cause des problèmes de communication, mais surtout le fait de ne pas associer les populations en amont, pendant et après les projets. Avec l'avancée de la démocratie, on entend de plus en plus parler d'approche participative, d'approche inclusive.
Et là, c'est une manière de dire que toutes les couches de la population, sans discrimination, ont le droit de même participer ou d'être consultés à l'occasion de l'élaboration des politiques publiques. Normalement, dans l'élaboration des politiques en Afrique, les populations doivent être au cœur de ce processus. Mais malheureusement, nous constatons que les hommes politiques avec grand H utilisent uniquement ces populations quand il s'agit seulement de leur campagne électorale. Ils ne mêlent jamais les populations dans l'élaboration des politiques, alors que toutes ces politiques sont faites à leur destination. D'un côté aussi, il faut dénoncer l'illettrisme de la grande majorité de nos populations qui ignorent même souvent le but de toutes ces politiques. Quand on n'a pas assez de moyens pour peut-être satisfaire tous les citoyens, ça peut être vrai. Mais définir des politiques publiques aujourd'hui, sans les populations, avec le niveau où se situe la prise de conscience citoyenne, je vous assure qu'il faut le faire. Et je crois effectivement, on est même très en avance parce qu'on parle maintenant de budget participatif. Bon, écoutez, vous savez, nous avons un peuple qui est entièrement souvent spectateur de tout ce que font les dirigeants. Et je pense que tant que ce peuple, en Afrique et ailleurs, ne s'approprie pas les textes qui régissent nos États, je pense qu'on durera dans cette difficulté institutionnelle et souvent même républicaine. C'est vrai, le vœu et l'exigence, c'est que ces politiques publiques puissent aujourd'hui régler le problème des Africains. Mais malheureusement, avec la malgouvernance, avec les phénomènes de corruption, avec le problème du clientélisme politique au niveau de nos États, mais également plus d'autres facteurs, la question de l'ethnie, la question de la famille, qui s'impliquent dans ces options sur le plan politique. Et tous ces problèmes-là font qu'aujourd'hui, que les préoccupations principales de l'ensemble des populations ne sont pas prises correctement compte tenu des facteurs que je viens d'évoquer. Honnêtement, de mon point de vue, en Afrique, la population n'a jamais participé à l'élaboration de politiques publiques. Si nous avons participé à ça, je pense que c'est un problème qui sont en train de surgir et qui amène même des révoltes n'allait pas se produire. Aujourd'hui, il est aussi impératif pour les populations d'Afrique, si les dirigeants ne font pas leur travail convenablement, de se soulever et d'amener ces dirigeants à changer de comportement. Et je pense que là, il y a une responsabilité des populations, parce qu'elles ont tous les moyens de pouvoir quand même se soulever, demander aux dirigeants, en tout cas de revenir dans des politiques normales qui peuvent quand même contribuer au développement de l'Afrique. Voilà. Madame Barry, une première réaction à ce micro-trottoir, dans votre avis? Donc, merci d'abord à Africa. Par rapport à ce micro-trottoir, à mon avis, la majorité des interviewés, tout ce qu'ils ont dit, c'est réel. Certains ont parlé d'analphabétisme, d'autres ont parlé aussi de la corruption. Et les politiques publiques, d'une manière générale, elles sont faites vraiment pour la communauté, pour les populations. Mais au moment où les politiques sont élaborées, qu'est-ce qu'on voit? Ils ne sont pas associés. Donc, ils ne sont pas associés, alors que même les partenaires financiers de nos gouvernements, ils disent qu'il faut associer la société civile, il faut associer les communautés. Et alors que quand on regarde c'est le travail que font le gouvernement en termes de politique, on voit que c'est des choses qui sont faites au niveau des départements ministériels, au niveau des services techniques. Ça ne prend pas en compte
les préoccupations des communautés. Les communautés, leurs préoccupations, c'est très simple. Ils veulent trouver à manger, ils veulent aller à l'école, ils veulent se soigner, ils veulent avoir un environnement sain. Mais quand on regarde tout ceci, on trouve qu'ils ne sont pas là-dedans. Donc, on peut dire que c'est politique. Et ce sont des politiques qui ne prennent pas en compte les préoccupations des populations. Donc, ce sont des politiques qui ne favorisent pas le développement de nos pays, qui ne favorisent pas le développement de l'Afrique. Parce que quand l'homme même n'est pas renforcé, il n'est pas bien nourri, il ne comprend pas, il n'est pas allé à l'école, il ne sait pas faire des analyses. Donc, ça veut dire qu'il a un manque. Et ce manque ne permet pas de contribuer efficacement dans le développement du pays. Nous allons abondamment rentrer dans le sujet que vous avez déjà défloré, madame. Le temps de demander à M. Traoré une réaction par rapport à ce micro-trottoir. Merci. Moi, je trouve que toutes les interventions sont complémentaires. Chacun a exprimé son point de vue, a donné un bout du problème. Et c'est vrai, il y a des problèmes. Il y a la question de l'analphabétisme, il y a la question de l'instruction, il y a la question des langues. Mais je constate qu'il y a une question qui n'a pas été abordée, c'est la question du mode de gouvernance, le système politique dans lequel nous sommes. Parce que moi, je m'intéresse surtout au pourquoi des choses. Pourquoi aujourd'hui les politiques publiques ne prennent pas en compte la volonté des populations. Donc je pense que moi, j'aimerais beaucoup revenir aussi sur cet aspect dans la suite des débats. Très bien, ça fait partie effectivement des questions dont nous allons discuter. Alors, comme vous avez la parole, je vous la laisse en vous posant la question suivante. Est-ce qu'un peuple analphabète peut être citoyen et donc souverain et donc maître de son destin? Je dirais que je répondrai je dirais que c'est impossible. Parce que si vous voulez vous impliquer dans les questions politiques, c'est une obligation d'être au courant de ce qui se passe. Un peuple qui ne sait ni lire, ni écrire, je me demande comment ce peuple peut être au courant de la gestion de la chose publique. Je ne vois pas comment un peuple analphabète, et je ne vois pas dans l'histoire de l'humanité un peuple analphabète qui a mené une veille citoyenne par rapport aux politiques menées dans un pays. Moi, à ma connaissance, je n'en connais pas. Oui, donc, mais est-ce que ça signifie que pour vous, un peuple qui est analphabète est un peuple irresponsable? Je n'ai jamais dit ça. Non, je pose la question. Je dis qu'un peuple qui est analphabète, il est difficile pour ce peuple de s'impliquer dans la gestion publique des choses. Parce que ce peuple, pour s'impliquer, il faut que ce peuple soit informé. Et pour être informé, il faut savoir lire et écrire. Et un peuple analphabète, je ne vois pas comment un peuple analphabète peut s'impliquer dans la gestion de la chose publique. Parce qu'il y a des textes fondamentaux, par exemple, qui régissent la gestion du pays. Un peuple qui ne sait pas lire ou écrire, comment le peuple peut savoir, comment le peuple peut se baser sur les textes fondamentaux de la République pour défendre ses propres intérêts? Je peux donner un exemple. Allez-y. Dans la Constitution, par exemple, l'article 22 de la Constitution dit, par exemple, que c'est un devoir de la Constitution du Mali. De la Constitution du Mali dit que c'est un devoir pour tout citoyen de défendre son pays. Puisque je parle du Mali, l'actualité, aujourd'hui, le Mali a un conflit, a un problème avec son nord. Mais est-ce que le peuple sait qu'il a le devoir de défendre ses institutions, de défendre la République? Parce que je me rappelle que pendant la transition, il y a un groupe de jeunes qui s'était constitué pour prendre les armes, parce qu'on disait que l'armée avait fui. Et il se trouve que l'État de l'époque, les gouvernants de l'époque, ont même arrêté ces jeunes, ont fait pression sur ces jeunes pour qu'ils abandonnent leur idée. Donc c'est pour dire que... mais nullement je n'ai entendu les gens évoquer cette partie de la Constitution. On dit l'armée a fui, mais c'est un devoir pour tous les citoyens de défendre l'intégrité du territoire. Mais on constate que ce fait n'est pas connu du peuple.
moi je n'entends pas, je ne vois pas les gens s'impliquer beaucoup ou s'appesantir sur ce fait. Donc on peut prendre des éléments comme ça dans la Constitution qui montrent que un peuple qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, aura du mal vraiment à défendre ses intérêts. C'est vrai que les intérêts quotidiens, chercher à manger, à boire, ça c'est, je dirais, instinctif. Un peuple excédé, abusé, se défend et manifeste son mécontentement. Ça, c'est tous les peuples du monde se comportent la sorte. Donc, Madame Barry. Par rapport à ce point. Oui, allez-y. Par rapport à ce point, moi je pense que l'analphabétisme n'empêche pas aux citoyens de contribuer dans la gestion du pays. Dans quelle mesure? La mesure, c'est que ceux qui gouvernent, les décideurs, ils doivent rapprocher toute la population confondue, que la personne soit alphabétisée ou non, et parler avec eux, savoir quels sont leurs besoins. Et quand les besoins sont connus, il faut qu'on les mette ensemble. Et s'il y a des moyens pour couvrir ces besoins, comment ces besoins sont couverts, il faut rendre compte. Moi, je pense qu'ils peuvent utiliser toutes les langues. Donc, l'analphabétisme ne peut pas être un frein pour les citoyens pour ne pas contribuer au développement. Oui, mais à un certain niveau. Mais Madame Barry, si les gouvernants ne font rien pour aller dans le sens de ce que vous dites, qu'est-ce que le peuple, à partir des droits que lui confère sa Constitution, qu'est-ce qu'il peut faire? Parce qu'il peut réagir, mais il ne le fait pas. Pourquoi? Au niveau des droits, comme l'a dit M. Traoré, tout le monde ne connaît pas ces droits. Parce que tous les droits sont écrits en langue française. Donc, il faut le connaître. Là, le gouvernement doit, les décideurs doivent traduire tous ces textes et les faire connaître au niveau de la communauté. Il y a aujourd'hui plusieurs moyens pour faire connaître tous ces textes en langue nationale. Mais le peuple, une fois qu'ils connaissent leurs droits, ils ne vont pas dormir. Parce qu'on voit déjà avec l'avènement de la démocratie, de plus en plus les gens demandent leurs droits, ils réclament leurs droits. Oui, mais ça ne change pas grand-chose, madame. Moi, quand je regarde nos pays, c'est la même chose. Hein. Il y a quand même une avancée par rapport à avant. Avant, personne ne pouvait contredire le gouvernement, même le commandant de cercle. Tu ne peux pas dire au commandant ce que tu as fait, c'est pas bon. Mais aujourd'hui, on peut dire à un ministre ce qu'il a fait, c'est pas bon. On peut dire au président, c'est pas bon, mais c'est une étape. Oui, madame, si vous dites au ministre que ce qu'il a fait, c'est pas bon et qu'il ne change pas, quel moyen avez-vous, en tant que citoyenne de votre pays, d'exercer sur lui un contrôle citoyen effectif? Bon, au niveau du contrôle citoyen, le moyen, c'est quoi? Il faut être proactif aussi. Il faut aller chercher les informations. Là où on doit l'avoir. Donc c'est le serpent qui mord sa queue. C'est là où on doit l'avoir. Donc malheureusement, les informations ne sont pas accessibles. C'est ça le gros problème. Voilà. Tu vas dans un service. Monsieur Traoré. Quand tu partes dans une mairie ou bien dans un département, tu demandes les informations, on va vous dire que c'est secret. Tout est secret. Donc c'est le problème de secret qui tue alors que vous avez le droit d'accéder à l'information publique. Il y a les textes qui sont là. Monsieur Traoré. Bon, moi je dis que c'est le serpent qui mord sa queue. C'est pourquoi il est très intéressant de savoir comment ce phénomène est arrivé. Donc moi je vais partir de la colonisation. Vous savez, on a hérité d'un système. Notre système actuel est un héritage. Pendant la colonisation, les colons n'ont jamais associé les populations à la prise de décision, n'est-ce pas? Et lorsque le colon est parti, nous avons hérité d'un système politique qui a continué à perpétuer ce que le colon faisait. Donc il y a eu des dictateurs qui sont arrivés après les indépendances, qui ont continué à gérer comme le colon le faisait. Et brusquement, dans les années 1990, avec le discours de la Baule, on est passé à la démocratie. Et ceux qui étaient dictateurs hier ont renversé leur veste subitement et sont devenus des démocrates. Sans prendre le soin d'expliquer qu'est-ce que la démocratie, qu'est-ce que la gouvernance, etc., etc. Donc, nous sommes dans un système qui n'a pas été remis en cause et que nous perpétuons tous les jours. Ce qui fait qu'on n'a pas réfléchi à notre forme de gouvernance et d'État. Parce que, quand même, l'Afrique a une conscience historique, a une idéologie. Ça, je ne suis pas d'accord. Non, c'est pas ça. Je veux dire que l'Afrique a une histoire politique. Ah oui, ok. Voilà, l'Afrique a une histoire politique et nous avons eu des grands empires qui ont géré ces États-là. Alors, pourquoi ne pas partir de cela avec les instruments et outils modernes, mettre en place quelque chose qui est connu par les populations? Quand on parle, si vous prenez la Constitution,
Mais en Afrique antique, il y a la coutume, il y a la tradition. La tradition, le roi, à l'époque, est tenu de respecter la tradition et de faire respecter la tradition. La Constitution, c'est ça aujourd'hui. L'Assemblée, ce qu'on appelle l'Assemblée aujourd'hui, c'est l'arbre à palabres. Et chez les Dogons, on parle de Toguna. C'est là où les gens se rassemblent, décident et discutent des problèmes du village ou de la contrée. Donc ce sont des choses qui sont connues de nos populations. Donc si vous ne partez pas du système qui est connu par les populations pour bâtir quelque chose... Mais pourquoi, M. Traoré, diable, les populations africaines ne revendiquent-elles pas précisément ce dont vous êtes en train de parler? Moi, je pense pourquoi est-ce qu'elles subissent? Ce n'est pas la faute des populations, parce que vous savez, toute population a besoin d'avant-garde, a besoin d'élite. D'ailleurs, je vais utiliser, en tant que physicien, je vais faire une petite démonstration. Oui, c'est vrai que vous êtes professeur de physique à l'université de Bamako. Vous savez, le peuple, dans la définition marxiste, le peuple peut être assimilé à la masse. Une masse est par définition inerte. Elle ne bouge pas par elle-même. Il faut agir sur une masse pour qu'elle se déplace, pour qu'elle se meuve, pour qu'elle soit en mouvement. Donc il faut une force extérieure. Donc la masse, le peuple, a besoin d'une cause extérieure, d'une force, d'une élite pour guider ses actions. Une masse, elle a besoin d'être organisée, elle a besoin d'être structurée pour revendiquer ses droits. On va y arriver. Donc le problème, c'est que, comme la Grande Royale l'a dit, ceux qu'on a amenés à l'école pour apprendre à lier le bois au bois, et pour apprendre à vaincre sans avoir raison, ont échoué. Et par ricochet, c'est difficile aujourd'hui qu'on arrive à la situation. Bon, je suis content que vous ayez dit difficile, mais pas impossible. Pas impossible. Donc on va y arriver. Madame Barry. Par rapport à ce point, les peuples, ils sont entre l'enclos et le marteau. C'est-à-dire? Ça veut dire quoi? Il y a des élites qui sont là, qui gouvernent. Et ces élites, eux aussi, ils ont leurs partenaires qui leur proposent, qui les imposent même souvent. Donc, ces élites, ils ne voient pas seulement la population qui les ont élus. Parce qu'aujourd'hui, avec les élections, c'est nous qui votons pour tous ces gens-là. Mais ils voient leur fauteuil. Ils ne veulent pas, parce que quand ils disent non, on risque de t'enlever. Et je crois que beaucoup de chefs d'État ont payé pour cela. Et il y a Thomas Sankara, il y en a tant d'autres. Donc pour cela, même le coup d'État qu'il y a eu en 1991 au Mali, c'est parce que le président en ce temps avait dit que la démocratie, ça ne s'impose pas. Il faut former les gens, il faut discuter avec les gens, il faut que tout le monde accepte d'aller vers la démocratie. Mais malheureusement, on dit non. Il faut une démocratie comme dans les autres pays. Les pays nordiques, c'est tous ceux qui sont dans la démocratie. Ils ont pris du temps. Ce n'est pas un seul jour qu'on va créer des partis politiques. C'est pourquoi aujourd'hui, on a plus de 100 partis politiques et on n'arrive pas à résoudre le problème. Donc, il y a les partenaires techniques et financiers qui sont là avec leur marteau sur la tête de nos dirigeants. Et nos dirigeants, ils sont en train d'escroquer, entre parenthèses, les populations pour leur dire que nous sommes là vraiment pour vous défendre. On a des programmes politiques, vous allez voter pour nous, nous allons faire tout ce dont vous avez besoin par rapport à l'école. On voit qu'aujourd'hui, l'école, ce n'est pas l'école que nous souhaitons. L'école, un élève qui va jusqu'à l'université, il ne sait même pas écrire une demande pour chercher un emploi. Tu lui dis de formuler une lettre, il ne peut pas. Oui, mais madame, donc il y a tout ce problème. En matière de santé, qu'est-ce que le peuple fait face à l'incurie de la gouvernance? Parce que c'est ça notre sujet. Vous m'écoutez d'abord. D'accord, allez-y. Ce sont ces choses-là qui doivent amener le peuple à se lever et pour demander des comptes de changement par rapport à ce qu'ils vivent. Mais on les réélit, madame. Le peuple, ce n'est pas le peuple en tant que citoyen simple qui va demander. Ça, c'est rarement qu'on voit un citoyen pour bouger. Mais les citoyens sont organisés au niveau association. Mais ces associations, vous allez trouver que les politiciens qui cherchent le pouvoir, ils sont dans la vie associative. Et ceux qui défendent réellement la cause, ils sont là. Donc, il y a amalgame. Là où on doit défendre, on dit non. Attendez, il ne faut pas faire, il faut attendre. Donc on est toujours dans l'attente. Et cette attente,
je pense bien, si on ne fait pas attention, nous allons tous mourir. Eh bien, avant qu'on ne meure, nous allons aller à Niamey, au Niger, où nous serons en duplex avec Madame Fall Aïssata Bagna. Madame Bagna est une actrice de la société civile du Niger. C'est une de vos collègues de là-bas. Et nous allons lui poser quelques questions sur notre sujet. Bonsoir, Madame Bagna. Alors, je vous pose directement ma première question. Est-ce que les populations africaines ont une responsabilité dans l'échec des politiques publiques en Afrique? Bonsoir, merci Mariko pour cette opportunité que vous nous donnez de répondre à vos questions de Cofin d'Africa Câble. Par rapport à votre question, sans embâche, je dirais que les populations ne sont pas responsables de la situation qui prévaut dans nos États. D'autant plus que ces populations, au moment où les politiques ont été élaborées, elles n'ont jamais été associées. Elles ne savaient même pas qu'il y avait des politiques qui étaient élaborées. Et elles ne savaient même pas à quoi servaient ces politiques-là. Donc on ne peut pas les incriminer maintenant en disant que c'est eux qui sont à la base de l'échec des différentes politiques qui ont été mises en place dans nos différents pays. Mais Madame Bagna, un de nos téléspectateurs dans le micro-trottoir et vous-même, je crois que c'est un téléspectateur d'ailleurs de votre pays, le Niger, et vous-même dites que voilà, on ne peut pas incriminer les populations dans l'échec des politiques publiques. Mais comment, d'après vous, peut-on faire pour que le contrôle citoyen devienne effectif en matière de gouvernance politique dans nos pays? C'est pratiquement, je dirais même aisément facile, à la suite de tout ce qu'il y a eu comme programme, des programmes que les partenaires au développement nous ont imposés dans le cadre du développement. Il y a eu en ce moment-là l'implication des populations et de la société d'une manière générale pour l'élaboration des politiques nationales. C'est le cas par exemple des SRP, les documents de réduction de la pauvreté qui il y a quelques années étaient en vogue et qui représentaient le cadre général en ce qui concerne en tout cas certains de nos pays de la politique qui devait être menée pendant quelques années. Et à ce propos-là, les populations ont été associées. Elles ont été associées à l'élaboration de ces politiques-là. Ouais. Donc, à partir de ce moment, le contrôle citoyen est devenu aisé. À partir du moment où, depuis l'initiation de cette politique, l'élaboration des différents plans d'action dans les différents secteurs, à partir du moment où l'implication de la population a été réellement active, je dirais, et à partir de ce moment, on peut dire que les populations peuvent participer à la citoyenneté responsable, parce qu'elles peuvent déclarer, elles peuvent dénoncer les manquements par rapport aux objectifs que suivent ces politiques de développement qui concernent tout le monde. Sinon, on ne peut pas les condamner en disant que ce sont eux les responsables à partir du moment où ils ne savent même pas le contenu réel des premières politiques qui ont été mises en place. Et ça s'expliquait. Pendant les indépendances, les premiers représentants de nos pays ont fait le maximum de ce qu'ils pouvaient faire. Parce qu'ils ont identifié des axes de développement qui concernaient leur population. Et ces axes de développement répondaient aux besoins en ce moment des populations effectivement qui étaient présentes. C'était l'éducation, la santé, c'est l'agriculture, c'est l'eau, etc., etc. Donc à la lumière de l'évolution de nos pays, d'autres aspects ont été mis disons, dans le cadre de cette politique-là, à savoir, par exemple, la bonne gouvernance, à savoir la lutte contre la corruption, etc., etc. Donc, à partir de ce moment, le citoyen est amplement impliqué dans le cadre des politiques nationales. Mais il ne faut pas aussi dire que c'est à 100%. Parce que cette implication, elle peut être uniquement factice, M. Mariko. Elle peut être uniquement factice.
C'est-à-dire que juste pour faire plaisir peut-être aux partenaires, on appelle les citoyens, les représentants des citoyens, pour faire partie des travaux de groupe, pour élaborer de très beaux documents et même des lois d'application, etc. Mais dans la réalité, est-ce que les populations ont la possibilité de faire le suivi de l'application réelle de ces politiques-là? Est-ce qu'ils ont des moyens de recours dans le cas où ils verraient au niveau de ces politiques de manquement? Voilà les questions qu'on peut se poser. Mais je puis vous dire, par rapport à la petite expérience que j'ai eue dans ce domaine-là, que les populations sont très conscientes maintenant et que la meilleure chose à faire, c'est de les impliquer dès le début, depuis l'identification des actions à mener jusqu'à l'évaluation des actions qui ont été mises en œuvre. Merci Madame Bagna et très bonne soirée à Niamey. Monsieur Traoré. Elle a été claire dès le début. Elle a dit que la population n'est nullement responsable de la gestion de la chose publique. Elle n'est pas prise en compte. Mais c'est elle qui élit. Moi, ce qui me gêne dans cette affaire, c'est quand même cette population qui élit, qui élit ceux qui. Moi, je retourne la question autrement. Est-ce que vous pensez que les populations vont aller élire des gens qui vont venir les faire souffrir de façon consciente? Si elles élisent des personnes, si les populations élisent les gens qui sont élus, c'est que les populations pensent qu'ils vont faire leur bonheur. Mais s'ils trahissent les populations, que voulez-vous que les populations fassent? Oui, mais quand vous trahissez une fois, je peux le comprendre. Alors, je suis dans ma logique. Si on vous trahit une fois, quand même, comme je l'ai dit, personne ne voudrait que quand même élire quelqu'un pour venir contre ses intérêts. C'est que les populations n'ont pas en main les instruments et les outils nécessaires pour analyser, pour faire de bonnes analyses. Quels sont ces outils? Et comprendre. Quels sont ces outils? Moi, je dis, je suis toujours pour l'éducation. Moi, j'insiste surtout sur l'éducation et la forme de gouvernance. Je donne un exemple. Elle a parlé des années 60. Si nous prenons l'exemple du Mali avec l'Union soudanaise, l'USRDA, le système politique est un système parlementaire qui fait que quand il y avait des décisions qui venaient politiques, c'était discuté au niveau du bureau politique, ça remontait à l'Assemblée. Donc, on demandait l'avis des populations d'abord. Et cet avis, ces avis sont résumés. On va à l'Assemblée. L'Assemblée donne son avis, ça va au chef de l'exécutif qui analyse, qui donne son avis, ça retourne à l'Assemblée, ça retourne dans la direction du parti. Et on retourne aux populations pour les expliquer les décisions qui ont été prises. Donc, ce mode de gouvernement parlementaire implique de facto la population dans la gestion de la chose publique. Et si vous prenez un pays comme les États-Unis, je prends la ville de Californie, il est prévu dans les constitutions des mécanismes comme les pétitions, des mécanismes pour, en cas de malgouvernance, de chasser ou de chasser un élu. Et c'est comme ça qu'en 2003, Arnold Schwarzenegger est arrivé au pouvoir par une pétition. Est-ce qu'il y a de tels mécanismes dans nos systèmes politiques? Pourquoi n'y en a-t-il pas, madame? Je reviens encore, c'est les élites. Pourquoi n'y en a-t-il pas, madame? C'est les élites. Madame Barry, pourquoi nous venons de mettre le doigt sur la problématique. Pourquoi est-ce que, malgré les droits, malgré les lois, malgré la Constitution, les populations africaines, bien que opprimées, bien que brimées, bien que trahies, continuent par fatalisme à accepter de reconduire les mêmes corrompus, les mêmes escrocs, les mêmes imposteurs, tels que le dit George Orwell, à la gouvernance de nos États? Pourquoi? Pourquoi? Parce que les populations ne sont pas bien formées par rapport aux questions de redevabilité, au niveau du contrôle citoyen. Nous, en tant que société civile, nous avons un rôle. C'est vous. Nous avons un rôle de former la population, de les informer aussi par rapport à leurs droits et leurs devoirs. Et aujourd'hui, il y a une amorce au niveau du Mali depuis 2004. Il y a quelques activités de contrôle citoyen qui se font au niveau des organisations de la société civile. Par exemple, quand j'étais au niveau de la CAD, on a eu à faire... C'est quoi la CAD? La coalition des alternatives africaines d'aide et développement. On a eu à faire le suivi des fonds issus de l'initiative PTT. Les fonds issus de l'initiative des pays pauvres très endettés qui devaient servir à réduire la pauvreté. On annulait une partie de la dette et ce fonds devait servir. Bien que ce fonds n'était pas tellement suffisant et donc il y a quand même des choses autour de ça. Quand même, c'est des fonds qui sont là, qui devaient être destinés à la lutte contre la pauvreté. Donc on a essayé de faire le suivi au niveau de la santé
Et on a trouvé que ces fonds, au lieu de servir à donner des médicaments gratuitement aux pauvres, ou bien à faciliter l'accès aux centres de santé, ces fonds étaient dans le fonctionnement ou bien au niveau du ministère dans autre chose. Et c'est après nous que le bureau du vérificateur était parti voir et ils ont vu autre chose qui n'était même pas ce que on appelle ça détournement. On appelle ça détournement. Donc il y a eu des détournements. Voilà. Et ensuite, il y a aussi le suivi du budget que nous avons commencé aussi. On a un groupe suivi budgétaire qui est en train de faire le suivi du budget, non seulement au niveau local, mais au niveau national. Il y a aussi au niveau du Conseil national de la société civile, là c'est par rapport d'abord au dérespect dont Aïsta Banyafal vient de parler, dérespect pour certains pays, cadre stratégique de lutte contre la pauvreté et cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté pour d'autres. Donc c'est les noms qui changent seulement, c'est la même chose. Ça vient de la Banque mondiale. C'est un document proposé par la Banque mondiale et imposé pour... J'aime bien quand vous dites imposé. Imposé, oui, ça a été imposé parce que la Banque mondiale pense que c'est un document qui peut servir à réduire la pauvreté et à augmenter la croissance. Au début, on a dit cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Ils ont aussitôt vu que ça ne peut pas servir à réduire la pauvreté, à lutter contre la pauvreté. On a changé de nom et c'est la croissance et la réduction de la pauvreté. Malheureusement, ça ne peut pas. Parce qu'il y a toujours les mêmes les contenus sont les mêmes. Il faut privatiser. Aujourd'hui, on a eu à privatiser déjà l'UCOMA. On a tout privatisé. Tout. Il reste plus que l'État. Ce qui est sur la sellette, il y a l'EDM. Et c'est déjà en discussion. L'EDM, c'est l'énergie du Mali. L'énergie du Mali. Voilà, donc, il y a les questions de privatisation et il y a les questions de fiscalité. Donc, c'est vrai, la fiscalité, ça amène des ressources. Mais la fiscalité, il faut que ça soit juste. Il ne faut pas seulement que ceux qui ne gagnent pas beaucoup payent. Par exemple, les fonctionnaires, tu es obligé de payer l'impôt sur le traitement des salaires. Ou bien le consommateur qui paye la TVA. Mais il y a des multinationales, il y a des grands industriels qui échappent à tout cela à travers les aides. Donc, ce sont des politiques qui sont là, que nous sommes en train de suivre au niveau de plusieurs organisations de la société civile, mais seulement... la société civile entière n'est pas tellement soudée, chacun a ses intérêts, ses objectifs, donc c'est un problème qui plane sur la société civile. Mais au niveau des résultats attendus, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une redevabilité et pour que chacun que tu partes à l'école, tu sais lire et écrire ou non, tu puisses comprendre qu'est-ce que l'argent que j'ai eu à payer en tant que consommateur, la TV a servi à quoi. Qu'est-ce que l'argent que l'État a eu à prendre comme prêt, ça a servi à quoi? Et quelles sont les ressources, comment ça a été utilisé au niveau des communes, au niveau national? Je crois que quelque chose, tout le monde a besoin de comprendre cela. C'est ce qu'il nous faut. Et on est en train de faire cette éducation citoyenne, bien, Madame Barry, bien. Mais ce n'est qu'un début. Et nous pensons l'améliorer. Et je pense que ça va passer. Il y a beaucoup qui se sont engagés dedans aujourd'hui. Bien, Madame Barry, je vais vous rassurer. Dans 3 semaines, nous avons programmé une émission à votre avis, intitulée « Regard croisé sur la société civile en Afrique ». Nous aurons l'occasion d'entrer en profondeur dans vos responsabilités et vos irresponsabilités. Le temps que je demande à M. Traoré, puisqu'on constate la situation actuelle, comment on fait évoluer cette situation? Comment faire en sorte qu'un citoyen, qu'il ait été alphabétisé ou pas, qu'il ait été scolarisé ou pas, puisqu'il est citoyen et qu'il a des droits et des devoirs, comment faire pour que ce citoyen-là soit armé de manière à exiger de ses gouvernants à tous les niveaux, pas seulement au niveau du gouvernement, mais c'est à tous les niveaux intermédiaires, de lui rendre compte. Dans le micro-trottoir, quelqu'un a dit, si les gouvernants n'appliquent pas des politiques correctes, le peuple est en droit de se soulever pour exiger cela d'eux. Mais un peuple analphabète peut-il se soulever? Mais moi, je l'ai dit tantôt, tout peuple excédé se soulève. Mais si à chaque fois il faut se soulever,
avec les pratiques de nos dirigeants actuels, c'est 365 jours sur 300 qu'il faut se soulever, quoi. Donc c'est pratiquement impossible. Donc, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, comme je l'ai dit, je insiste toujours sur ça, il y a eu la trahison de nos élites, parce que c'est leur responsabilité. Le peuple sort pour élire des responsables politiques pour gérer leurs problèmes. C'est pourquoi il y a des représentants et du peuple, on élit un président. Donc s'ils échouent, la tâche va être difficile et longue. Parce que c'est la société civile maintenant qui doit prendre le relais. Déjà, la société civile, elle se bat, elle s'est toujours battue. Il y a des associations de ceci, de consommateurs, de défense de ceci, de cela qui se battent. Mais chacun se bat avec ses moyens, les moyens financiers et les moyens humains. Et le rapport de force est tel que et cette société civile n'a pas suffisamment ni de moyens humains, ni de moyens financiers pour faire basculer les politiques de la classe dirigeante. Donc, voici le problème. Mais c'est un travail qui va être un travail de longue haleine, et petit à petit, progressivement, cette société civile va, si elle persévère, arrivera à sensibiliser les populations par rapport à la défense de leurs intérêts. Sinon, j'insiste encore sur le fait que c'est la responsabilité des élites d'éduquer le peuple. Je donne un exemple concret. En 91, le Mali a fait une révolution. On a fait partir le dirigeant de l'époque. Et regardez la suite. Ça a donné naissance à une constitution, on est en démocratie, il n'y a pas eu de suivi citoyen, et voilà ce que ça a donné. Par contre, si vous prenez la Tunisie, en 2010-2011, il y a eu la même chose, la révolution du Jasmine, c'est ça. Et quelle est la différence entre les Tunisiens et les Maliens? C'est que le peuple tunisien était instruit, avec un indice de développement humain très élevé, et c'est l'un des peuples les plus instruits pratiquement en Afrique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Même après le départ, quel a été le problème? C'est parce qu'ils étaient suffisamment instruits, ils avaient des diplômes et ils n'avaient pas d'emploi. La corruption étant galopante, on a fait partie le dirigeant de l'époque, mais cette population a veillé pas à pas à ce qu'on change les textes fondamentaux de la République, à ce que ceux qui ont participé à la gestion de l'État soient écartés, et à mettre des institutions en place, et à veiller pendant une année à ce que l'État repasse sur de nouvelles bases. Parce que cette société-là était instruite, était éduquée, savait ce qu'elle faisait. Mais ça, c'est le mérite quand même de Ben Ali, même si par la suite, enfin, à la suite de Ben Ali, avant Ben Ali, il y avait Bougriba, c'est eux qui ont fait ce travail. Donc, quelque part, on ne peut pas écarter d'un revers de la main la responsabilité de nos dirigeants, de l'élite et de la classe politique. On ne peut pas écarter ça. Donc, ce qui fait que le travail sera difficile et de longue haleine. Madame Bari. Oui. Alors, je vous pose une question subsidiaire parce que vous êtes une femme. Oui. Les femmes sont le moteur du développement de notre société pour beaucoup de raisons dans lesquelles je n'entrerai pas. Mais si je m'en tiens simplement au rôle que jouent les femmes dans la sphère socio-économique et sociale, je pense que ce que je dis est incontestable. Mais pourquoi est-ce qu'elles acceptent l'archaïsme féodal politique qui les exclut des sphères de prise de décision? Bon, pourquoi vous acceptez ça? C'est pas que les femmes acceptent, c'est parce qu'on n'accepte pas de donner la place aux femmes. Non, mais pourquoi vous ne la prenez pas? Mais pourquoi vous ne prenez pas la place? Pourquoi vous attendez qu'on vous la donne? La place, on le cherche, on se bat tous les jours. Non, mais vous l'arrachez. Vous voyez toutes les luttes avant l'indépendance, ce sont des femmes qui ont marché jusqu'à la prison centrale pour soutenir des hommes. Non, je suis d'accord, madame, mais aujourd'hui, et de l'indépendance à maintenant, les femmes sont en train vous êtes encore marginalisées, même dans les sphères de prise de décision. Il y a le contexte social qui est là et culturel, c'est-à-dire et qui fait que la femme, même si tu as un niveau intellectuel, ou bien même si tu as des moyens en termes de revenus, tu es obligé de respecter ton mari, tu es obligé de respecter ta famille, de telle sorte qu'au moment où les hommes vont en réunion à des heures tardives, une femme mariée, ou même une femme non mariée ne peut pas être dans la rue. Sinon, on va dire que c'est une femme qui fait une mauvaise vie. Donc, c'est vous-même les hommes qui critiquez les femmes par rapport à ça. Mais donc, ça veut dire que là, on ne réglera pas ce problème-là? Non, ce problème va se régler. Parce que ce qui est sûr, nos filles et nos petites filles, ils vont relever le défi. Parce qu'elles sont en train d'être formées. Ce que nous avons accepté pour sauver les familles, pour sauver la nation tout entière, et nos enfants, ils ne vont pas l'accepter. Parce que c'est en ce temps, l'égalité de chance est réelle qu'elles vont demander et elles vont l'imposer au niveau des familles et au niveau de l'État. Donc, ce problème, c'est un problème qui est là. Et en général, les Maliens ou les Africains, d'une manière générale, les femmes n'aiment pas trop parler de leur vie. Dire que vraiment, c'est vrai, il y a des luttes contre les violences faites sur les femmes. Certains parlent. Mais le vrai problème, ceux qui
se bat pour l'égalité de chances des femmes et des hommes, en général, elles-mêmes, elles ont leurs propres problèmes qu'elles n'oseraient jamais dire. Donc c'est pour tant qu'il n'y a pas une résolution et que tous les Maliens, tous les Africains sachent qu'une femme peut sortir de sa maison jusqu'au soir, c'est pour aller travailler et dans le sens de contribuer au développement social et économique. Je pense, tant que vous ne comprenez pas cela, les femmes seront toujours marginales. Donc le moment où les choses sont reparties, ça trouve que nous ne sommes pas là. Et tant qu'on n'est pas là, même si on est présent, on ne donnera pas notre part. On ne va pas nous donner une place facilement. Moi j'ai une idée, une suggestion pour... Non, une suggestion, on connaît déjà tout. Non, mais c'est la suggestion d'un homme. Parce que moi j'incrimine, j'ai évoqué le facteur du système politique dans lequel nous sommes. Vous savez, les femmes peuvent demander à ce que, par exemple, il y ait une assemblée bicamérale. Exiger que les discussions des problèmes de la nation, qu'il y ait une assemblée où, après, où les problèmes sont discutés d'un point de vue de la femme africaine et d'un point de vue des hommes. Parce que c'est pourquoi je dis toujours, il faut se référer à l'histoire. Au Bénin, au Dahomey, il y avait une assemblée bicamérale. Et l'histoire dit que l'histoire des Amazones, c'est quoi? C'est qu'il a fallu un moment où il fallait affronter les Français pendant la colonisation. Et l'assemblée des hommes a dit, nous ne partons pas en guerre. Mais les femmes se sont réunies et disent, mais pourquoi? Elles disent, mais les hommes disent, mais écoutez, c'est nous qui allons faire la guerre, vous êtes peinards chez vous, donc écoutez, nous ne sommes pas prêts pour aller faire la guerre. Les femmes ont dit, non, désormais nous allons faire la guerre. Elles ont pris les armes, elles ont fait la guerre. Donc, pourquoi? C'est pourquoi je dis, il faut toujours oser inventer cet avenir-là, cet avenir politique, et quitter ce système, parce que nous sommes des jeunes nations en construction. Donc nous avons adopté des constitutions, et les constitutions, chaque jour, c'est la pratique quotidienne de tous les jours qui doit modifier la constitution pour les adapter à la pratique quotidienne. Mais on a l'impression que les constitutions sont des paroles divines qui sont là, et que c'est le comportement de tous les jours qui doit s'adapter à la constitution. C'est une fausse vision des choses. Donc c'est pourquoi moi je suggérerais aux femmes de se battre, par exemple, pourquoi pas, pour une assemblée bicamérale. Les femmes sont en train de se battre. Déjà, le gouvernement a adopté une politique nationale. C'est quelque chose qu'on a salué. Mais on ne peut pas savoir mesurer l'effort que le gouvernement a fait tant qu'on n'essaie pas d'analyser la mise en œuvre des politiques. Et donc, ça demande des recherches, d'informations. Et cela, les femmes n'ont pas assez de moyens pour le faire. Donc, la société civile, c'est la société civile qui est en train de faire ce travail en tant que regroupement des femmes et des hommes. Mais donc, Madame Barry, est-ce qu'en tant que société civile, il vous arrive de faire des évaluations des politiques publiques? Bon, en tant que société civile, on fait souvent des évaluations par rapport à l'agriculture d'abord, l'agriculture familiale. On a vu que l'État ne mettait pas assez de moyens pour l'agriculture familiale, mais l'État partait vers l'agrobusiness. Et là, dans le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, c'est un élément qui est là-dedans. Et au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, nous avons montré que, par exemple, à l'éducation, il n'y a pas assez de filles qui terminent. Donc, il y a des coalitions qui sont en train de lutter par rapport à cela pour que les filles continuent l'école jusqu'à un niveau supérieur pour qu'elles puissent avoir la même chance que les hommes. Donc, au niveau d'autres politiques, il y a des travaux qui se font par rapport à ça. Et on essaie d'influencer. Mais influencer, là, ce n'est pas facile. Parce que nous amenons nos propositions, mais la prise en compte dans les documents finaux, ce n'est pas nous qui sommes là. Le gouvernement et ses partenaires mettent ce qu'ils veulent. Même si devant nous, le partenaire dit non, et il faut prendre en compte les problèmes des femmes, les problèmes des jeunes, mais au finish, on va trouver que c'est des politiques qui ne résout aucun problème, mais il y a de l'argent qui est là, qui va dans autre chose, qui est vraiment là où nous souhaitons, où il y a les vrais besoins des femmes, des jeunes et des populations. D'accord. Nous sommes arrivés malheureusement à la fin du temps qui nous est imparti. Je vais vous donner à chacun la parole pour la conclusion de cette émission. Monsieur Amenofis Isiaka Traoré, est-ce que les peuples sont le vrai problème de l'Afrique? Pour ma part, je suis formel. Les peuples ne constituent pas le vrai problème de l'Afrique. Pour moi, c'est même la solution de la sortie et de l'émergence de l'Afrique.
Parce que vous ne pouvez pas bâtir une nation sans le peuple. Le peuple, comme je l'ai dit, quand vous déplacez une masse à une certaine vitesse, ça dégage de l'énergie. Et cette énergie est capable d'alimenter tout le développement économique, social. Et la véritable armée d'un pays, même d'un État, d'un pays, c'est le peuple. Donc si les pays africains veulent émerger, ils sont obligés de prendre en compte leur population. Et j'incrimine encore une fois de plus les élites qui ont trahi l'Afrique. Donc, je pense que pour remédier à ce problème, il faut beaucoup sensibiliser les populations. Il faut redoubler d'efforts du côté de la société civile. Il faut amener les politiciens aussi à revoir leur copie, à jouer vraiment leur rôle de parti politique. Et c'est l'ensemble de ces efforts conjugués qui peut-être un jour fera que les populations vont être prises en compte et l'Afrique pourra un jour sortir sa tête de l'eau, quoi. Madame Barry, vous avez le mot de la fin. Donc, merci bien. Par rapport à ce problème, moi je pense que l'échec des politiques, ce n'est pas le peuple. C'est surtout ceux qui décident, ceux qui élaborent les politiques sans impliquer les représentants des communautés qui sont la société civile. Et nous, en tant que société civile, nous avons déjà lancé l'éducation citoyenne depuis un bout de temps à travers les forums que nous avons eu à organiser, les forums de peuple, à travers les interpellations au niveau communal. L'interpellation démocratique nationale, ça quand même c'est un folklore, parenthèse, je n'en parle pas. Mais il y a des interpellations et des plaidoyers que la société civile fait qui donnent des résultats. Mais nous allons encore mettre l'accent sur l'éducation citoyenne. Il faut que les communautés soient beaucoup informées, mais il faut que l'administration, les élus locaux, les parlementaires acceptent la collaboration franche et qu'on partage les informations. La personne qui a l'information a le pouvoir et ce pouvoir, on doit le partager et c'est là qu'on peut partager aussi les responsabilités. Madame Barry, je vous remercie pour cette contribution. Monsieur Traoré, vous de même. Mesdames et messieurs, quelle est la qualité des relations entre enseignants et enseignés dans nos pays? Nous posons cette question parce qu'à votre avis, nous sommes convaincus que de la qualité de ces relations-là dépend la qualité du produit fini de l'enseignement. Alors, je voudrais que nous en discutions la semaine prochaine, si vous le voulez bien, en nous téléphonant au 00223 44 20 80 80, en nous envoyant vos SMS au 00223 74 22 59 73 et vos mails à votre avis @africabtelevision.com. Excellente soirée chez vous et à vendredi.